Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, j'ai avec moi une invitée. Son parcours m'a particulièrement inspiré. Vous allez voir, c'est quelque chose que beaucoup de personnes aimeraient faire. Peut-être qu'ils n'osent pas. Et je me suis dit que, tiens, Sylvie, si tu pouvais venir nous parler de ton parcours pour inspirer justement un certain nombre de personnes, ça serait plutôt cool. Alors, mesdames, messieurs, tonnerre d'applaudissements pour Madame Sylvie Lemerpal. Hello Sylvie. Salut, salut Geoffrey. Bon, je suis très content de te recevoir ici parce que je me souviens comme ça du moment où on a été en contact. Tu étais dans une situation particulière, tu aspirais à une nouvelle vie et aujourd'hui c'est le cas. Alors on va en parler. Mais avant ça, Sylvie, comme ça, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Bah oui, je peux me présenter. Donc, Sylvie, ancienne policière en tout cas. Pas, je n'ai pas démissionné, mais je suis en disponibilité. J'ai 48 ans, j'ai une petite fille de 8 ans et demi et je suis mariée. Voilà, à un monsieur de 44 ans, un peu plus jeune que moi. Ok. Et tu vis où? Alors maintenant, je vis à côté, enfin, dans la rive sud de Québec. Donc, je suis partie de la France et je suis arrivée au Canada, à Québec. Ok. Parce que ça va être tout l'objet justement de cet épisode, de voir comment, quand tu es fonctionnaire de police, où tu as un statut qui est stable, en plus, tu avais un grade qui était plutôt sympa, une fonction qui était aussi plutôt sympa, un salaire garanti à vie, et là, te prend l'idée folle d'aller sur un autre continent et je le sais moi pour l'avoir vécu aussi, la disponibilité, tu pars avec zéro en poche, c'est-à-dire que tu n'as pas de prime, tu n'as pas de chômage, tu n'as rien du tout. Tu quittes tout et tu te crées une nouvelle vie. Donc c'est ça aujourd'hui qui va nous intéresser notamment. Et justement, j'aimerais commencer ce parcours avec toi, Sylvie, en te posant cette question. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là, il y a de ça à peu près un peu plus d'un an, quand tu étais encore dans la police et que peut-être tu avais gravi certains échelons et au final, tu ne te sentais plus à ta place. Donc, qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là? Bah, en fait, ça faisait déjà quelques années que j'avais l'idée de quitter la France. Ça me trottait depuis même, on va dire, c'est même pas quelques années, c'était moins une décennie, où Hmm. j'avais l'impression que j'étais pas à ma place, en fait. Ça datait depuis vraiment longtemps. Je pense déjà depuis l'école de police, j'avais l'impression que j'étais pas à ma place. Il y avait quelque chose qui me trottait dans la tête, comme si j'avais loupé un peu mon parcours de vie. Et puis, ça faisait, allez, on va dire en 2018, en décembre 2018, j'ai vu mes amis, et j'avais déjà des amis qui étaient à Montréal et qui me disaient, oh, mais viens, viens, on s'était rencontrés aux États-Unis, et puis on avait beaucoup discuté, et puis ils me disaient, bah, viens, on habite à Montréal, tu vas voir, c'est notre vie, c'est plus zen, c'est plus sympa, il y a encore des opportunités. Et puis, voilà. Donc, ça me trottait dans la tête depuis cette période-là, et j'en avais parlé à mon mari, qui était un peu plus frileux, et puis Mhm. je me suis dit, attends, il y a les Journées Québec, on va déjà aller voir. Et puis, c'est vrai qu'on sentait quand même qu'il y avait une certaine complication à venir vivre au Canada parce que bah, tu as des attentes, hein, ils veulent plutôt des jeunes de moins de 30 ans. Euh, comment dire, il faut aussi avoir euh, aussi déjà un parcours dans certains métiers, donc les métiers tendus, quoi, on va dire, pour la main-d'œuvre ici au Québec. Enfin, Mhm. au Canada même d'ailleurs, ça peut être aussi au Canada, c'est pas forcément au Ouais. Québec. Et puis, je me sentais pas, quand je suis arrivée à ces journées-là, quand je montrais mon CV, on me disait, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, madame, quoi? Vous êtes Hmm. policier, vous êtes enquêtrice, certes, mais je disais, bah, attendez, il y a quand même des métiers dans les banques pour les analyses fraude, tout ça. Surtout que ils étaient dans les prémices, si tu veux, dans les banques. Donc, moi, je m'étais dit que c'était vraiment un secteur dans lequel je pouvais aller. Et bon, en tout cas, je voyais les portes se fermer au fur et à mesure. Mhm. Et je m'étais dit, bah, c'est foutu, quoi. Et le Covid est arrivé, donc là, c'était encore pire, quoi, parce que Mhm. là, on s'était dit, bah, le Covid, ça a tout fermé. Surtout que bah, les Québécois, ils ont vécu un sacré moment, hein. Mhm. C'était bien plus tendu que nous, bien plus Mhm. fermé que nous, avec beaucoup Mhm. plus de contrôle, hein. Il y a eu même de la délation entre voisins. Mhm. Donc voilà, je m'étais dit, bon, on s'était dit, c'est pas la peine, pas la peine, quoi. Donc voilà. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une opportunité avec les études, c'est-à-dire qu'on pouvait, enfin, ceux qui avaient plus de 40 ans, en tout cas, pouvaient quand même réussir à venir au Québec par les études. Donc en Mhm. fait, bah, c'était la décision qui avait été un peu prise au début, on savait pas trop si on pouvait le faire ou pas. Et puis au final, on s'est dit, bon, allez, on tente. Mon mari a dit, bah, moi, je vais prendre des études parce que je suis plus jeune que toi. Et puis comme ça, toi, tu pourrais être en permis de travail ouvert et puis venir travailler
au Québec, quoi. Hmm. Mais si tu veux, par rapport à ta question, c'est que moi, en tant que j'étais chef d'unité, j'étais adjoint de groupe aussi, j'ai fait les deux, adjoint parce qu'il y avait un officier, puis après, quand il n'y avait plus d'officier, j'ai fait longtemps chef d'unité. Et c'est vrai que il y avait toute cette pression, en fait, que j'avais du mal à supporter, que ce soit bien au niveau Hmm. du groupe que de la hiérarchie. Et même si j'étais major de police, ça a été quand même quelque chose de très compliqué. Et puis, j'avais l'impression de jamais être à ma place, quoi. Parce que on dit toujours, ah, bah, le cul entre deux, deux sièges, mais c'est exactement ça. C'est que bah, tu as une pression d'en haut, une pression de ton groupe, et puis tu te retrouves entre les deux. Et j'avais beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de crises de panique. Et je tiens à le dire parce que ça va vraiment servir à comprendre pourquoi après j'ai fait la préparation Hmm. mentale. Et puis après, je me suis retrouvée dans une autre unité. On m'a aspiré dans une autre unité, plus en renseignement opérationnel où là, ça a été complètement différent. Il y a eu des enjeux, il y a eu des choses à prouver aussi. Et ça a été vraiment un autre métier pour moi. C'était plus les enquêtes judiciaires, mais là, c'était vraiment de l'administratif, avec un travail avec les Anglais, donc des coopérations internationales. Et Mhm. puis là, je me sentais quand même un peu mieux, on va dire, mais j'avais toujours ce petit truc qui me trottait, du Hmm. fait d'avoir l'impression de ne pas être reconnue dans tout ce que je faisais, quoi. Hmm. Et j'ai eu un syndrome de l'imposteur qui a été très fort. Ça a été très compliqué pour moi parce que même j'en parlais même pas à mon mari, enfin je disais rien, tout le monde Hmm. pensait que j'étais quelqu'un de très fort sur laquelle on pouvait s'appuyer. Mais intérieurement, j'étais bouffée de l'intérieur. Je me réveillais la nuit avec des crises de panique Hmm. et je sentais qu'il y avait toujours ce petit truc en moi qui me disait t'es pas à ta place, quoi. Voilà. C'est intéressant ce que tu nous partages, Sylvie, et merci beaucoup pour cette transparence. C'est, tu es dans un service, tu ne te sens pas à ta place, tu vas vers un autre service, un petit peu comme si on mettait un peu de vernis voilà, pour habiller un peu la mariée, mais au final, il y a toujours cette envie au fond de toi, cette petite voix qui te dit non, mais c'est toujours pas ça, quoi. Ouais. Il y a autre chose. Et donc, ça se manifeste par des crises d'angoisse, voilà. C'est comme si ton corps te signalait quelque chose qui est à l'intérieur de toi qui, eh oh, t'es pas au bon endroit. Ouvre les yeux, quoi. Et c'est ça qui est intéressant et au-delà de ce que tu pouvais vivre. D'ailleurs, petit aparté pour les gens qui ne savent pas, un major de police comme tu étais, au niveau que tu avais en région parisienne, ça gagne combien à peu près? Tu sais qu'on dise des choses. Clairement, tu gagnes en net, tu es à 3000. Alors, comme j'étais officier de police judiciaire, donc Ouais, forcément, tu as une prime tous les 3 mois qui était de ouais. 3300 en net. Et puis après, les 2 autres mois, tu étais à 3000, quoi, hein, voilà. Ok, donc on va Ah, dire attention, je te parle sans ouais. les impôts, hein. Une fois que les impôts Oui, oui, passent, oui, c'est oui, bien sûr. plus Mais ce qu'à- que je veux dire, c'est un salaire net enfin un salaire d'environ 3 000 euros, un statut et tout ça, et tu sens que au fond de toi, t'es plus à ta place, tu as envie de bouger. Quelles sont tes peurs réelles par rapport au fait de bouger vers le Canada, vers le Québec? Bah, la peur, c'est toujours de pas réussir. Enfin, clairement, Hmm. tu fais un bond. Vers l'inconnu. Enfin, je veux dire, t'es pas en terrain conquis. Ça a beau être, ça parle français, mais en fait, ça parle pas vraiment français. Ouais. C'est l'Amérique. Donc, Hmm. t'as tout l'inconnu. On a beau t'expliquer, oh, bah, t'as encore possibilité de faire un monde, de réussir au Québec. Hmm. Attention, hein, ils vivent la même crise que nous. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de migrants qui sont arrivés. Donc là, maintenant, ils ferment les vannes et puis d'ailleurs, ils nous repoussent Mhm. maintenant vers la sortie. Donc, le côté Eldorado, il n'existe plus, hein. Ça, faut bien se Hmm. le dire, c'est clair. Donc, quand tu y vas, tu te dis, OK, on va aller voir quand même pour voir ce qu'il y a comme opportunité, Hmm. mais tu es toujours en stand-by, tu es toujours en test. Je veux dire, tu as Hmm. beau être ici, tu es toujours en test, tu es toujours à voir. Attention, puis tu as aussi l'adaptation, mais c'est sûr que tu ne vis pas les choses, comment dire, d'une manière enfin, tu n'es pas en conquérant, quoi. Toi, tu n'es pas un Hmm. conquérant, tu arrives Ok. en testant les choses, quoi. C'est à toi de t'adapter au milieu et c'est pas. Voilà, t'arrives pas en terrain conquis, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Exactement. Hmm. Exactement. Donc, tu as aussi la peur bah, de ne pas réussir. En plus, nous, on a fait des choix que beaucoup n'auraient pas fait, clairement. Hmm. Nous, on a vécu le truc un peu, on a pris la décision de vivre la chose un peu comme un tour du monde, quoi. Mhm. Donc, quand tu prends de l'argent, tu dis, OK, bah, on a cet argent-là, puis on va faire un tour du monde, et puis bah, tu dépenses cet argent. Donc, Hmm. après, ça a une limite. Ça a une limite dans Hmm. beaucoup de choses. Hmm. Là, ce que je trouve vraiment inspirant dans ce que tu partages, Mhm. c'est au départ, il me ferme les portes et on est plus en mode solution. On recherche comment y accéder. Donc, je vois que c'est possible avec mon mari qui se met en mode étude. OK. Et on trouve cette solution-là. Et au final, tu finis par y arriver. Et ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous qui nous écoutez,
peut-être que vous aspirez à aller dans une direction et peut-être que vous dites non, c'est pas possible. Mais plutôt que de se dire c'est pas possible, demandez-vous s'il n'y a pas une solution, peut-être qui peut exister à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, derrière, peu importe. C'est finalement quand la porte est fermée, passe par la fenêtre. La fenêtre est fermée, passe par la cheminée. Il n'y a pas de cheminée, crée une porte. Dans tous les cas, le but c'est d'avancer parce que le pire c'est de vivre avec des regrets. Donc là, tu es au Québec, ok. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, tu décides de te diriger vers la préparation mentale? Bah, écoute, il y a une petite chose que pas beaucoup savent, mais j'ai fait une reconversion dans le monde du chef d'exploitation, enfin dans le milieu équestre, en tant que chef d'exploitation, parce Mhm. que mon but depuis quelques années, c'était vraiment, je pensais à l'équithérapie et puis l'équicoaching, quoi. Et en fait, j'aimais ça, j'avais fait tous mes stages en écurie. Et puis, c'était vraiment un monde qui me plaisait depuis que j'étais gamine, parce que je montais à cheval. Et puis, mon rêve, c'était d'avoir mon écurie, mon ranch, comme je Mhm. disais, américain, tu sais, avec mes chevaux. Et puis, bah, après, encore une fois, tu es réaliste. Hein, on vit tous les choses d'une manière ou d'une autre. Même si on a des objectifs, des fois, bah, malheureusement, tout n'est pas Mhm. possible non plus. Et puis, bah, je m'étais dit, de toute façon, ce que je voudrais, c'est vraiment coacher, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir que pour la petite information, tu m'avais déjà rencontré quand même Mhm. des Conférence. événements que tu avais fait, Mhm. voilà, des conférences. Et puis, tu sais, à l'époque, je savais que tout le monde me disait qu'il fallait que je fasse ça. Tout le monde me disait, tu as une empathie incroyable, il y a des choses qui se passent avec toi, il faut absolument que tu coaches les gens parce que de toute façon, les gens viennent naturellement te voir pour parler avec toi. Et donc, moi, il y avait ce milieu des chevaux que j'aimais bien, il y avait ce milieu du coaching, mais tu sais, je te voyais faire, je voyais mes copines à côté qui étaient avec toi, qui étaient dans tes cohortes, et je me disais, il y a peut-être quelque chose, mais je le sentais pas encore à ce moment-là. Mhm. Et puis, bah, quand il y a eu vraiment ce côté coaching qu'il fallait que je fasse, pour moi, c'était une évidence que ça allait être avec toi et que ça allait être en préparation mentale, parce que rien autour ne m'inspirait. Tu vois, rien Mhm. autour. À part un petit peu le côté médiumnique, mais ça, c'était encore un truc à part, parce que Mhm. je commençais un petit peu à travailler sur moi. Et Mhm. en fait, c'est là que je veux faire une petite aparté, c'est que faut savoir quelque chose, c'est que à cette période-là, donc c'était en 2022, 2023, 2024, donc depuis 2022, 21 même, on va dire, j'ai commencé à faire un travail vraiment sur moi par rapport Mhm. à des événements qui s'étaient passés dans notre famille, notre fille, mon mari, etc. Mhm. Donc, tant qu'à faire un travail sur notre fille, mon mari, on était détectés précoces. Et du coup, bah, comme eux, ils travaillaient là-dessus, bah, moi, je me suis dit, c'est le bon moment pour travailler sur moi. Donc, Mhm. j'ai fait pas mal de musculation. Enfin, je faisais déjà beaucoup de sport parce que j'étais boxeuse, Mhm. mais j'avais repris la musculation, j'avais travaillé vraiment sur le coaching. Bah, mes copines qui étaient déjà avec toi me parlaient de tout ce qu'elles faisaient. Il y avait aussi les clés génétiques pour certaines qui me parlaient de ça, human design, Mhm. etc. Donc, je faisais tout un travail sur moi depuis quelques temps. Et ça, je le disais à personne, en fait, que j'essayais déjà de savoir pourquoi je faisais autant de crises d'angoisse. Donc, ça m'a amené à faire du travail, des analyses, des recherches sur moi et Mhm. sur tout ce que je pouvais faire pour comprendre mon fonctionnement. Mhm. Et il y a eu aussi la thérapeute pour le système de la famille, donc, ce qu'on Ok. appelle une thérapeute systémique. Et Mhm. puis du coup, ça m'a aidé. Et quand je suis venue à la préparation mentale, c'était que pour moi, j'étais plus connectée, j'étais plus alignée du tout. Mhm. Et c'est là que ça a été une révélation en écoutant bah, tes conférences et puis en écoutant les filles qui étaient avec toi. Et puis, il fallait que je sois coach de toute façon, donc pour m'amener à faire après ce que j'aime avec les chevaux. Mais d'abord, c'est quelque chose que je veux à terme, mais qui n'était pas forcément voulu tout de suite. C'est-à-dire qu'il fallait déjà que je Mhm. passe par le milieu du coaching avant même de m'inventer coach avec les chevaux, quoi. Enfin, en tout cas, en équipe-coaching. Ouais, c'est souvent c'est ça qui est intéressant parce que c'est souvent ce que les gens me disent, c'est que parfois l'entourage dit leur dit, je sais pas comment le formuler, mais que c'est une évidence qu'ils aillent dans l'univers de l'accompagnement et du coaching parce que ils dégagent cette empathie et souvent les gens disent bah, c'est bizarre qu'ils me disent ça parce que vu que c'est naturel, on n'en a pas forcément conscience. Et ça qui est rigolo Mm. que tu mettes le doigt là-dessus parce que finalement c'est tu as une certaine, au-delà de la force que tu peux dégager pour les gens qui pourront aller te voir, c'est que tu as une posture, tu dégages vraiment une certaine posture. Et ouais, et c'est aussi cette sensibilité, cette empathie qui te permet de connecter avec les gens, et ça, les gens le ressentent. Et c'est ce qui finalement fait que certains t'ont dit, bah, va vers le coaching, va vers l'accompagnement. Et, euh, et toi, quand ils te disent ça, tu te dis quoi en fait? Au Tu moment te où ils dis, me le disent au début, ouais. bah, au début, je te dis, je me disais, mais non,
crois que je suis pas prête à ça. Puis Hmm. pourquoi je serais coach? Puis, de toute façon, coach, pour moi, ça voulait rien dire au début. Tu sais, Hmm. je te dis, pour moi, ça voulait rien dire parce que déjà j'étais pas sur cette fréquence-là. C'est-à-dire que Hmm. j'allais pas voir les podcasts des coachs. C'est vraiment, en fait, à la base, j'ai connu le coaching par la musculation parce qu'on avait des coachs qui faisaient des Ouais. PNL, etc., de la PNL. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à connaître un peu le coaching, enfin, en tout cas ce mode de coaching par le biais de la musculation. Mhm. Mais par contre, je ne connaissais pas d'autres sphères. Donc, c'est vrai que j'ai pas été voir plus que ça. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser par mes amis qui me disaient, Sylvie, moi j'ai fait de la neuroscience, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Moi, je te dis, oh là là, je te laisse parce que moi, ça me parle pas. Puis j'étais vraiment dans le monde de la reconversion Hmm. professionnelle avec les chevaux. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je m'intéressais beaucoup, comme je te dis, à tout ça quand même, parce que par la thérapeute, par le fait que j'avais envie d'apprendre des choses sur moi. Donc, Hmm. forcément, tu y viens quelque part, tu vois. Tu y viens Hmm. d'une manière intrinsèque, mais tu y arrives et puis, tu veux savoir ce qui t'arrive, tu veux savoir pourquoi il se passe ça. Et on a beau voir 8 ans de psy, ou je l'ai pas fait, moi, je l'ai pas fait ça, mais ce Hmm. que je veux dire par là, c'est que j'en ai fait quelques séances de psy pour Ouais. comprendre, et ça n'a jamais répondu à rien. Je tiens à le Ouais. préciser, parce que Ok. c'est la vérité. En tout cas, pour moi, ça n'a jamais Hmm. répondu à rien. Donc, c'est vraiment après, quand j'ai commencé à faire tout ce travail sur moi par d'autres sphères, dont la préparation mentale, que là, tout a vraiment basculé, quoi. Hmm. Ça a changé. Et Et au quand tu début, dis que... pourtant. Ouais, vas-y. Non, je disais au début, pourtant, je m'attendais pas du tout à ça. Et Hmm. j'y allais à tâtons, quoi, on va dire. Hmm. Excellent. Quand tu démarres la préparation mentale, moi, ce qui m'a aussi inspiré dans ta façon de faire, c'est que tout de suite, tu as mis en action, quoi. Tout de suite, tu as mis en application, tu as testé sur toi, sur les gens qui t'entourent, etc. Est-ce que tu te souviens la première expérience de préparation mentale qui, toi, t'a fait comme ça dire, waouh, là, j'ai ressenti quelque chose, ou ça a fait un déclic, ou Alors, me souvenir de la toute première expérience, se dire hors formation, ou enfin, avec ouais, la ou même cohorte, dans, ou. ouais, que ce soit dans la formation ou même avant la formation, enfin, l'expérience de prépa mentale où tu te dis, ouais, là, il y a quelque chose à faire et ça va m'être utile, en fait. Est-ce que tu te souviens? Bah oui, alors ça a été plus pendant la formation quand même avec la cohorte, Ouais, ok. quand on s'entraînait entre nous, Hmm. où là, j'ai commencé à avoir des feedbacks positifs. Hmm. Au début, j'écoutais pas trop les feedbacks d'ailleurs. Tu me l'as plusieurs fois, quelque Je part me souviens, reproché. je me souviens. Parce que c'était tellement, mais tu sais, c'est juste parce que c'était tellement incroyable pour moi, un tel Hmm. retour, qu'en fait, du coup, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible Hmm. que les gens soient inspirés par ce que je suis en train de donner, ce que je Hmm. suis en train de faire dans les protocoles que tu nous avais appris. Et j'avais l'impression que bah, c'était pas moi. Comme si Ouais. c'était une autre personne qui était intervenue et pas moi. Tu sais, c'était encore ce fameux syndrome qui arrivait là derrière en disant, syndrome de l'imposteur, en disant, bah, non, c'est pas possible que tu puisses être, comment dire, performant dans quelque chose, quoi, quelque part, Hmm. tu vois. C'est énorme ce que tu nous dis parce que c'est souvent ce qui se passe, c'est-à-dire que des gens qui sont peut-être dans le monde du salariat, dans une institution, on a avancé finalement en se disant je suis compétent parce que je suis à tel niveau de salaire, je suis compétent parce que je suis à tel grille, je suis à tel grade, etc. Et la valorisation, le feedback positif, comme tu dis, c'est pas forcément une culture qu'on peut avoir, notamment en France. Ça se développe heureusement, mais c'est vrai que dans l'académie, nous, c'est la culture du feedback, la culture de l'entraînement et du feedback. C'est-à-dire que quand on s'entraîne, soit moi, donc Geoffrey, en mode supervision, soit la personne avec qui on travaille nous donne un feedback sur ce qu'on a bien fait, sur ce qu'on peut améliorer, sur ce que la personne apprécie chez nous. Et ça permet de grandir. Mais et c'est rigolo que tu vois, quand je te dis l'expérience qui t'a le plus marqué, que tu me sors ça finalement. Parce que on voit à quel point l'interaction, la connexion, le lien, et pourtant, toi, tu es au Québec. Certaines Mm. personnes étaient en France, en Italie ou ailleurs. Et il y a une connexion comme si on était l'un à côté de l'autre en réalité. Ouais, c'est vrai. Ouais, Et c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais. Hmm. C'était vraiment. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est encore une équipe et on se contacte encore. Tu vois, Hmm. c'est vrai que ça a été une osmose de groupe aussi. Et puis, ça a permis un travail plus intensif, quoi, plus précis, tu vois. Le fait de bien se comprendre aussi, tu vois. Parce que des Hmm. fois, tu peux avoir des connexions avec des personnes, quand bien même qui veulent faire le même métier que toi, et puis ça passe pas forcément. Et puis, il y en a d'ailleurs avec qui ça passait pas forcément. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu trouves tes bons binômes, trinômes, ce que tu Hmm. veux, en tout cas les groupes, il y a vraiment un travail puissant qui se fait, quoi. Vraiment. Et la préparation mentale, moi, je sais que ça a été une révélation pour moi, parce que, en fait, je m'attendais pas à ce que ça fasse ça dans ma vie, quoi. C'est vrai.
Et qu'est-ce que aujourd'hui, comment toi tu l'utilises dans ton quotidien? Alors autant dans ton quotidien de coach, de professionnel de l'accompagnement, mais aussi dans ton quotidien privé, perso. Ouais, alors ça c'est vraiment rigolo que tu poses la question parce que en fait maintenant il n'y a plus un moment donné où j'ai des amis à côté de moi, des copains qui arrivent, même des gens nouveaux qui arrivent dans nos vies parce que bah, quand tu es expatrié, Mm. forcément quand tu es immigré, bah, tu sais, tu te Mm. rapproches forcément à un moment donné de ta communauté, donc les Français, et quand, ou même des Québécois, mais ce que je veux dire par là c'est que tu commences à avoir des personnes nouvelles autour de toi et puis forcément comme tu les connais pas, bah, tu écoutes, tu observes et tu es déjà en mode coach en préparation mentale sans qu'ils le savent parce qu'au final tu les Mm. analyses, tu es là sur leur personnalité, tu leur poses des questions clés et là, ils se rendent même pas compte que tu es en train de faire un coaching avec eux. Et je me rappelle Mm. d'un dîner enfin un souper, parce que le dîner ici c'est le midi, mais un souper, une bouffe le soir avec des copains, Ouais. il me regarde et il me dit, t'es en train de me coacher là. Ou Rémi, c'est un pote à moi, il me regarde, il dit, t'es Mm. en train de me coacher là. Je suis ouais. Et évidemment, ça a marché, tu vois, Mm. mais c'est drôle, quoi. Et j'ai fait ça aussi avec deux autres copains. Et puis, où ils ont vu à quel point c'était puissant, ne serait-ce que dans le mode explorateur, en tout cas dans les questionnements qu'on peut faire à des personnes pour savoir exactement ce qu'ils veulent faire dans leur vie, leur objectif et comment ils vont y arriver s'ils le veulent vraiment, quoi. Et ça, Mm. c'est vraiment les questions que les gens ne se posent jamais, en fait. Ils sont dans leur confort de vie ou pas, parce qu'ils ne sont pas forcément dans leur confort de vie, mais en tout cas, même s'ils ne sont pas dans un confort de vie, ils ne cherchent pas à savoir pourquoi ils ne le sont pas, quoi. C'est ça, en fait. C'est bien, comme tu disais tout à l'heure, tu as un confort pour le travail, tu as un confort parce que tu as ta maison, tu as un confort parce que tu as tes habitudes. Et comme on disait, bah, le mental, lui, il aime pas trop être bousculé. Il aime pas trop qu'on lui dise, non, mais là, on va tout chambouler et puis on va partir à zéro et repartir, tu vois. Et ça, c'est vrai que je pense que la préparation mentale, elle m'a aussi permis de réussir, comment dire, à me confronter à ça, la nouveauté, Mm. à l'adaptation qu'il fallait faire. Et puis, bah, dans mon entourage, du coup, j'ai pu aider aussi mon mari, même si lui, c'est plus compliqué à coacher, parce qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas envie d'être coachées. Ça, et puis Euh, même le côté émotionnel, enfin le le côté côté lien émotionnel. avec les personnes, c'est. Ouais. Ma fille, je m'en sers parce que ma fille est très, très compliquée à endormir, encore à 8 ans et demi. Mm. Faut encore l'endormir, hein, comme si elle avait 2 ans. Et en Mm. fait, c'est parce qu'au moment du coucher, elle devient très nerveuse. Donc, Mm. je lui fais, tu sais, tout un petit état modifié de conscience. Mm. Et puis, je l'emmène dans un endroit imaginaire et pouf, elle part dans le sommeil. Mais ça veut dire qu'en fait, je l'utilise, je l'utilise, quoi. Franchement, je l'utilise Mm. au quotidien. De toute façon, maintenant, je pense mon quotidien dans la pensée, c'est préparation mentale. Tu vois, je suis toujours Mm. là-dedans. Après, je me dis, il faut peut-être que je me bloque des moments où je me crée des petites bulles Mm. d'autres choses, qu'on va dire, dans la Bah, en fait, chanson. ouais, on se rend compte que la préparation mentale, c'est un style de vie. C'est-à-dire que là, quand tu parlais avec tes amis, avec Rémi, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, au-delà de coacher la personne, c'est ta posture qui change. C'est la posture de je m'intéresse à la personne, je lui pose des questions pour en apprendre un peu plus sur la personne. Et c'est vrai que parfois, les gens n'ont pas l'habitude, dans le sens où on a plus l'habitude de parler de soi et pas forcément de s'intéresser à la personne. Alors que quand on est en mode coaching, en mode ouais, positionnement de coach, on est en mode compréhension. On veut comprendre comment la personne fonctionne et ça, par des questions simples mais qui sont puissantes et qui permettent aussi à la personne de se dire, ah ouais, c'est vrai que j'agis comme ça, c'est vrai que mes habitudes, c'est ça et c'est ça. Et là, moi, je vois beaucoup de personnes dans l'académie qui, après, c'est une seconde nature. Moi, je me souviens comme ça, j'avais pris l'avion avec une personne, il était à côté de moi, il commence à discuter avec moi. Et en fait, je l'ai coaché, mais sans dire que je le coach, parce que je m'intéresse à lui, je lui pose des questions, et il monte en énergie tout de suite, quoi. Et ça, c'est fascinant, parce que c'est plaisant aussi d'être cette personne-là qui aide les autres à se transformer. Donc, c'est très chouette ce que tu nous apportes là, Sylvie. Et aussi le fait de proposer des solutions concrètes, comme à ta fille qui a des problèmes pour s'endormir. Et combien de personnes se trouvent justement démunies face à des situations où ils disent, mais je ne sais pas comment faire. Un petit peu comme quand des fois on dit à un enfant, bah, faut que tu aies confiance en toi. Ok, Mm. mais comment il fait? Faut que tu dormes. Bah, papa, maman, j'y arrive pas. Comment je fais? Et là, c'est pas de crier que ça va marcher. Donc Non. là, effectivement, d'avoir ça à ta disposition, c'est plutôt chouette. Euh, Tu arrives au Québec, une nouvelle vie s'ouvre à toi. Il y a des choses que tu avais prévues, des choses que tu n'avais absolument pas prévues. Et moi, ce que j'aime en toi, vraiment, c'est cette capacité d'adaptation et toujours en mode solution. C'est-à-dire que
as commencé à développer ton activité de coaching, c'était en arrivant dans un nouvel univers un petit peu plus compliqué, peut-être ce que tu avais prévu, mais tu as trouvé des solutions. Tu peux nous en parler de ça? Et puis nous dire un petit peu aussi comment tu testes, expérimentes, tu proposes des accompagnements aux gens qui t'entourent? Ouais, c'est sûr que ça a été, bah, comme on disait ici, t'es pas connu, hein, tu arrives dans un pays nouveau, donc personne te connaît, parce qu'encore quand tu es en France, tu as tout un milieu, on va dire, où les gens te connaissent. Donc si tu veux faire du coaching présentiel, ici, c'est vraiment le réseau, hein. C'est clairement Hmm, le réseau, tu es obligé de passer par le réseautage, donc les journées réseautage, les soirées réseautage, etc. Donc tu commences un peu à parler de toi, de ce que tu fais, et puis les gens s'intéressent, et puis il y a aussi la manière dont tu vas le dire, parce que c'est pas évident, parce qu'on te dit bien hmm, ici que bah, contrairement en France, bah, les mots que tu vas utiliser ne vont pas forcément être compris. Ça, c'est hmm, hyper important de savoir, qu'il faut peut-être même simplifier ta manière d'expliquer les choses. Donc, c'est sûr que l'adaptation, pour parler de mon coaching, en tout cas de ce que j'offrais, les accompagnements, c'était vraiment pas forcément facile parce qu'il hmm, fallait que j'adapte aussi mon discours. Tu sais, on a un discours, on est formé, hmm, tu nous formes à un discours, à des mots, et puis tu dis, waouh, attends, il faut que je revoie tout mon discours. hmm, Donc c'est ça aussi que ça n'a pas été facile parce que bah tu pars dans les réseautages, tu parles et puis là on te regarde avec des gros yeux. Ok, mais encore. Donc tu dis bon bah vous connaissez le développement personnel, les coachings de vie, bon bah voilà et là tu commences à adopter d'autres mots, un autre discours et puis les gens commencent à un peu adhérer. Mais il faut savoir qu'au Québec, en plus, il y a beaucoup de gens qui sont sous antidépresseurs. Beaucoup de hmm, gens veulent de l'aide. Donc, mais la manière d'aborder la chose est assez compliquée parce que ça hmm, reste quelque chose de tabou. Donc, c'est vrai que moi, ça fait que 1 an aussi que je suis là. hmm. Donc, C'est ça tout se fait récent, hein. pas, c'est tout récent. Bah Il a oui. fallu nous-mêmes nous adapter. Donc, commencer à dire, attention, c'est moi Sylvie, je suis coach en préparation mentale, je vais révolutionner votre vie. C'est pas comme ça que ça Hmm, fonctionne. Et hmm, d'ailleurs, ouais. ok, c'est le système américain, il faut se vendre comme jamais un Français le ferait. Ça, on est bien Hmm, d'accord, notamment quand tu vas postuler pour un emploi et puis que tu fais un entretien, il faut vraiment, c'est la gagne, la gagne, hmm, la gagne. Ça, ils adorent ça. hmm, Mais dans le monde du coaching, c'est comme en France. Tout le monde est un peu, tout le monde a envie d'être aidé, tout le monde devrait être aidé, mais tout le monde a peur, tu vois. Dès que tu hmm, commences à parler de l'accompagnement, ce qu'ils pourraient faire pour eux. Moi, j'ai eu une personne qui m'a dit, ah, je veux absolument être coaché par toi. Mais par contre, j'ai vraiment peur que enfin, ça bouge des choses en moi, ça hmm, réveille des choses en moi où j'ai vraiment pas envie de revenir là-dessus. Je dis, attends, il y a des choses qu'il faut séparer. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. Et puis le hmm, coaching, on va vraiment essayer d'atteindre des objectifs ensemble, même si c'est pour un mieux-être, même si c'est pour gérer ta famille, ok, mais c'est pas forcément pour aller creuser. On va hmm, déconstruire des croyances, mais par contre, on va pas aller creuser dans le passé pour que ça n'aille pas mieux, quoi. Donc, tu vois, les gens sont vraiment. Moi, j'ai rencontré que des gens qui étaient un peu frileux par rapport à ce que ça pourrait faire chez eux. hmm, Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que certaines personnes qui étaient complètement fermées à ça, pour avoir discuté 1 heure en test speed coaching hmm, avec eux, ils m'ont dit waouh, tu vois, ils m'ont dit je ne hmm, m'attendais pas du tout. J'ai des personnes qui ont fondu en larmes devant moi parce que ils s'attendaient pas à ça, quoi. hmm. Vraiment, hein, ce que je dis, c'est Ouais, vraiment c'est la ouais, vérité. je me souviens, tu en avais parlé au sein de l'académie. Ouais. Donc c'est vrai que bah là c'était dernièrement. Là Hmm. dernièrement de d'un ami, on va dire. L'approche, ouais. Ouais, un proche. Enfin, c'est pas vraiment un proche, mais bon bref, c'est une Hmm, connaissance à qui j'ai parlé et puis qui était vraiment en mode macho, très fermé. Et puis au hmm, bout d'une demi-heure de questionnement, ça s'est passé comme ça quoi. En tout cas hmm, maintenant, il pense à un accompagnement, tu vois. hmm. Mais c'est C'est vrai que intéressant. Juste si tu me permets, Sylvie, là, parce que vas-y. c'est très important ce que tu nous partages là. C'est important quand on est dans l'univers de l'accompagnement, qu'on veut aider les autres, c'est notre manière d'aborder les choses, la posture que l'on a. Parce que, comme tu le dis, si tu arrives avec tes gros sabots en disant je vais révolutionner, je vais t'aider, j'ai la méthode, la meilleure, les trucs des athlètes de haut niveau et tout ça, les gens, ils ferment la porte. D'ailleurs, est-ce que vous aimeriez bien que quelqu'un vous aborde comme ça? La réponse est clairement non, parce que c'est intrusif et c'est pas bon. Par contre, ce que tu soulignes dans tout ça, c'est que toi, tu as trouvé cette capacité d'adaptation. Parce que c'est pas le tout de dire je suis ceci, je suis cela. C'est OK, aujourd'hui, vous, est-ce que vous avez besoin de peut-être d'avoir plus confiance en vous? Peut-être que ça ferait une différence de gérer vos émotions. Peut-être que vous pourriez améliorer certaines relations, que ce soit avec vos amis, vos collègues. Est-ce que c'est le cas en ce moment? Et très souvent, les gens vont dire, bah oui, ok, bah voilà, ça c'est mon job. J'accompagne les gens à améliorer leur quotidien, à allier à la fois performance pour
atteindre des objectifs dans leur vie perso, leur vie professionnelle, et aussi combiner tout ça avec du bien-être, parce que c'est fondamental, comme les Mm. athlètes de haut niveau, etc., etc. Et ce que tu dis, c'est important, c'est adapter son discours et pas juste, et d'ailleurs je vous le dis dans l'académie, hein, c'est si tu t'adaptes, si tu t'adresses à des Québécois, si tu t'adresses à des gens du raid qui sont dans la police, si tu t'adresses à des chefs d'entreprise, des artistes, des athlètes de haut niveau, c'est à toi d'adapter ton discours pour que les choses soient comprises le plus facilement possible, simplifier les choses. Si tu arrives avec ton jargon, forcément, on n'est pas en synchronisation. La personne se dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte en fait? Mm. Donc, très important ce que tu soulignes. Ouais. Euh, ok, donc là, donc c'est intéressant ton approche parce que tu t'adaptes aux personnes que tu rencontres. Elles ont des prises de conscience alors même que finalement, tu n'as pas proposé de séance formelle. En tout cas, c'est juste un petit peu des échantillons, un petit peu comme Mm. quand on va dans une parfumerie et on teste Ça. certains parfums. Donc déjà, il y a des transformations. Euh, c'est quoi tes projets là, à court, moyen et long terme? Qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu parce qu'encore une fois, ça fait qu'un an que tu es arrivé Mm. au Québec. Il a fallu t'adapter. Tu as une fille de 8 ans. Tu es, avec ton conjoint. Donc, il y a eu tout à remettre. Il y a eu une remise en question qui est globale. Donc, seulement là, tu commences un petit peu à atterrir tranquillement et Oui. développer tes activités. Donc, où est-ce que tu en es là maintenant en termes de développement? Alors là, pour le moment, j'ai vraiment pris le parti de partir sur de l'accompagnement en ligne. Je peux faire aussi du Hmm. présentiel, mais bon, j'ai pris le parti d'essayer l'accompagnement en ligne pour pouvoir justement pouvoir voyager dans le monde et puis accompagner, que ce soit en Chine, Ouais. comme la chanson va le dire, Chine ou partout. Mais en Hmm. tout cas, voilà. Donc j'ai commencé à vraiment apprendre des cours de business marketing pour Ah, je pouvoir croyais que tu allais me dire de chinois. non, non, pas de chinois, non, 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 j'irai pas en Chine de toute façon. Mais en tout cas, j'ai pris des cours de business marketing, mais tout simplement parce que, encore une fois, je voulais appréhender les réseaux. Comme je disais, Hmm. c'est que moi, les réseaux, pour moi, c'était montrer à la famille, aux amis, ben voilà, je voyage dans le monde et puis je prends des photos. Voilà. Donc, c'était pas pour un côté professionnel. Aujourd'hui, j'utilise les réseaux, j'ai un compte Instagram Pro où vraiment, je vais parler vraiment de mon activité, de ce que je fais. Hmm. Je me suis un peu spécialisée aussi sur les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que qui de mieux pour en parler que celle qui l'a eu et fortement, moi. Oui, parce que là, à double titre, tu l'as vécu Mm, quand tu étais dans la police en tant oui. que manager, parce que mine Mm, de rien, tu étais, major de police, donc tu mm, manageais une équipe, tu mm. manageais un groupe. Après, tu as eu le syndrome de l'imposteur quand tu es arrivé au Québec. Donc là, pareil. Non, le syndrome d'imposteur, il était arrivé bien avant, il y a des années. En fait, je l'ai eu vraiment dans la police. Enfin, je l'ai eu déjà petite. Ok, Enfin, ça vient ok. il y a petite. Hmm. Quand je suis arrivée au Québec, oui, enfin, il n'était pas parti comme ça. C'est ça. Voilà, on va dire qu'aujourd'hui, je l'ai pu. Je Hmm. me sens légitime dans beaucoup, beaucoup de choses de ce que je fais. Mais si tu Hmm. veux, des fois, il faut pas grand-chose. Il faudrait pas grand-chose des fois pour. Mais c'est parce que hein, quand on a un syndrome d'imposteur ou bien quand on manque d'estime ou de confiance, les gens, faut bien se dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'on va régler le problème de confiance en soi ou d'estime de soi, ça ne réapparaît jamais. Et Hmm. enfin, on est des humains, donc on a tous des émotions, des sentiments, des ressentis. Et forcément, il y a toujours, à un moment donné, un petit truc qui fait que on va Ouais. peut-être manquer de confiance encore. Et même si on travaille dessus, oui, on l'a beaucoup moins, ça c'est sûr, mais ça pourrait revenir à chaque instant, à un degré, je l'avoue, complètement différent. Hmm. Donc moi, je travaille sur les réseaux actuellement parce que c'est un peu ce que j'ai envie d'apporter, alors, aider les gens qui ont le syndrome d'imposteur, mais encore une fois, le syndrome d'imposteur, il englobe une multitude de choses de Hmm. mal-être, de confiance en soi, d'estime, de toujours avoir peur de la réussite, peur de plein de choses en fait. Donc, et puis surtout de pas reconnaître nos capacités. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais, bah voilà, quand dans la cohorte on m'a félicité, en tout cas le feedback était très positif. Bah oui, effectivement, je me suis dit waouh, c'est pas moi quoi, c'est pas possible. On parle pas de moi. Donc Hmm. effectivement, ça sert, enfin ça englobe le syndrome d'imposteur, il englobe énormément de choses. C'est pas reconnaître ses propres capacités aussi. Donc Hmm. voilà, donc je me suis un peu spécialisée là-dedans, mais en présentiel, en tout cas, je parle ça peut être pour des sportifs, ça peut être pour plein d'autres choses, pour gérer sa vie au quotidien, pour des objectifs. J'ai aidé une amie à voir plus clair dans son entreprise parce qu'elle ne savait Hmm. plus par où commencer pour reprendre en tout cas son activité et aller plus loin, atteindre ses objectifs de vente parce qu'elle est artisante. Et c'est Hmm. vrai que, et du coup, ça peut permettre aussi en présentiel de faire plein de choses comme en ligne d'ailleurs
Mais c'est vrai que Hmm. sur les réseaux, je me suis spécialisée, je t'aide à vaincre le syndrome de l'imposteur. Donc Hmm. aujourd'hui, j'en suis là. Euh, Dans les accompagnements, bah, je commence à avoir de plus en plus de communautés, donc ça commence à Ouais. venir à moi. Ça prend du temps, hein. Il faut bien se dire que quand on commence dans le monde du coaching, bah, tu le sais toi-même, hein, Hmm. ça arrive pas, Rome ne s'est C'est pas pas faite en du, un jour. c'est pas du jour au lendemain. On se C'est pas construit du... tranquillement, Exactement. on développe son réseau et on met de plus en plus de choses en place, effectivement. Ouais. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, j'en suis à développer mon réseau, à proposer des petites choses aussi, des accompagnements. Euh, et puis, ça commence à fonctionner, quoi. Donc, mais il faut du temps. Il faut du temps. Hmm. Excellent. Ok. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux gens qui aujourd'hui hésitent vers une transition de vie, à se lancer aussi comme ça dans l'accompagnement, comme tu l'as fait? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui hésitent, qui ont, comme toi, tu l'as eu à un moment donné, cette envie au fond d'elles d'y aller, mais qui avaient ces peurs et qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là? Alors, euh, moi, j'ai jamais hésité. C'est ça mon problème, c'est que je Ok. pourrais pas parler de ça parce que moi, j'ai jamais hésité. J'ai toujours été un peu fonceuse et peut-être un peu trop par moment, sans vraiment regarder ce que ça pourrait faire dans l'entourage. Mais ce que je pourrais dire, en tout cas, c'est que oui, enfin, en tout cas, même si je suis fonceuse, même si j'ai pas hésité à vouloir partir, c'est pas pour ça que j'avais pas des peurs. Et en Hmm. fait, je pense que la majorité des personnes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont dit, mais pourquoi tu pars? Je voyais dans leurs yeux, c'était la peur du Hmm. changement. Comme on Hmm. disait, bah forcément, le mental, il est là pour te dire, attends, là, t'es bien là, tu sais. Ok, t'es pas hyper épanoui, mais après tout, profite de ce que t'as. Tu sais, même encore des fois, je me le dis moi-même, tu sais, je me dis, mais pourquoi je suis partie, tu vois? Parce qu'au final, bah, les enjeux, est-ce que ça en vaut la, tu sais, quand on dit, bah, Hmm. Si ça vaut la est-ce que peine, le ouais. jeu en vaut la, ouais, voilà, ça. Hmm. Mais c'est vrai que tu te dis, bah, toutes les personnes qui voudraient changer de vie, j'ai envie de dire, bah, ok, tu peux atteindre des objectifs en voulant changer de vie. Même simplement, ça peut être simplement changer pas grand-chose dans ta vie, tu vois, juste être un petit peu plus organisé. Tu vois, je veux dire, si on Hmm. prend un truc simple, je veux être plus organisé. OK. Quelles sont les étapes pour arriver à être organisé, tu vois? Mais si je dois parler à quelqu'un de comment on fait pour changer de vie, complètement, ce serait OK. Déjà, il faut savoir, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que tu peux le faire? Quels sont les éléments qui vont te permettre de le faire? Nous, concrètement, on avait possibilité de le faire. Mais par contre, je n'aurais jamais mis en danger ma famille. Hmm. Jamais j'aurais dit, OK, on part, mais par contre, on va se retrouver dans une Ouais. mouise pas possible. Tu vois? Important ce que tu dis, ouais. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a. J'ai bien vu quand je parlais des collègues, des amis, ils se mettaient presque en colère quand je leur disais, ça y est, on va partir au Québec. Parce que ça reflétait quelque chose pour eux Pour eux, ouais. qui Hmm. ils avaient envie de vivre la même chose. Mais Sylvie, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Tu vois, ce qui arrive tout le temps, le terme qu'on entend tout le temps, le mot, c'est toujours la peur. Mais la Hmm. peur n'évite pas le danger, comme j'ai envie de dire tout le Hmm. temps. Et puis, moi, ce que je voulais absolument, Geoffrey, c'était ne pas me réveiller à la fin de ma vie en Hmm. disant, mais bordel, je rêvais du Canada, par exemple, et puis je Ouais. suis pas allée au Canada. Je rêvais de fonder une famille et j'ai pas fondé ma famille. Je Hmm. rêvais d'avoir un chien et j'ai pas pris mon chien. Tu vois, je veux dire, c'est Ouais, con, ouais, je ouais. parle de plein de Et, choses parce que, oui. et là, justement, si tu compares la Sylvie d'il y a pas très longtemps, c'est-à-dire près d'un an et demi en arrière, comment elle se sentait par rapport à Sylvie qui aujourd'hui, quand elle propose des accompagnements, des coachings et tout ça, c'est quoi la différence? Pas la grosse différence, c'est même plus une petite différence, c'est une grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, je me sens tellement légitime dans plein de choses que Hmm. quand j'étais chef d'unité ou chef de groupe ou même adjoint de groupe, peu importe, euh, tout était fait pour qu'en fait, je me sente pas légitime. Ça venait pas forcément de moi, mais ça venait de l'entourage, de tes chefs, de plein d'éléments qui étaient autour de moi, qui faisaient que même des discours dans les couloirs quand tu croisais des collègues Hmm. qui te disaient un mot méchant. Enfin, tu sais, il y avait toujours... Hmm. Quand on parle de bienveillance, d'ailleurs, dans le monde du coaching, on parle toujours de bienveillance. Souvent, les gens rient parce que on en a marre d'entendre la bienveillance, mais c'est vrai, Ouais, c'est la ouais, vérité. En fait, ouais. c'est que en fait, quand il n'y a pas de bienveillance et quand tu as un syndrome de l'imposteur qui naît, bah, ça prend puissance comme ça, tu vois, parce Hmm. que tout est fait pour qu'on te sabre ce que tu mets en place. Hmm. Il y a des gens quand même qui sont sympas autour de toi, qui sont bienveillants, qui ont envie de t'aider. Attention, je mets pas Hmm. tout le monde dans le même Bien panier, hein. sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'on peut me dire n'importe quoi. Aujourd'hui, je Hmm. m'en fous. Aujourd'hui, Hmm. je me sens légitime. Oui, il y a des petits doutes sur certaines choses par moment, mais c'est évident. Tu vois, je veux dire, on peut remettre en cause des choses que je fais. Et puis moi-même, je me remets en cause toute seule. À la rigueur, je n'ai même pas Hmm. besoin des autres, hein. Hmm. Mais c'est vrai que qu'aujourd'hui, je me sens plus forte, quoi. En tout cas, Hmm. plus forte mentalement parce que
j'ai toujours de l'anxiété. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'anxieuse et ça, c'est ma nature. Donc, je l'ai toujours un peu. Et puis, j'ai découvert que c'est aussi par d'autres choses, mais à cause d'autres choses. Mais par contre, je sais que j'ai plus ces crises de panique, c'est plus ces crises d'angoisse. Ouais. J'ai juste cette petite anxiété de la peur du lendemain. Et quand tu disais, bah, Hmm. quand on dit le changement de vie, c'est quoi? C'est toujours des peurs. Parce que qui n'a pas peur? Je veux dire, même si tu Hmm. changes pas de vie, tu as peur du lendemain. Tu as peur de C'est ça. mourir, tu as peur de traverser la route et de te faire écraser, tu as peur que ton enfant, ton Hmm. enfant se fasse mal, tu as peur de plein de choses. Donc, Hmm. la peur, c'est un peu le fil conducteur de notre vie, mais on vit avec et puis il faut l'apprécier en fait, parce que c'est ce qui fait Hmm. qu'aujourd'hui, bah, on opère des changements dans nos vies, tu vois. Mais Yes. voilà, enfin, en tout cas, je sais pas si je réponds bien à la question, mais Bon, il n'y a pas bien ou mal répondre à la question, mais en ouais. tout cas, c'est vrai que par rapport à cette vie où justement tu avais ce syndrome de l'imposteur, tu te sentais pas à ta place, tu faisais des crises d'angoisse, aujourd'hui tu es dans un milieu qui te convient, ça te permet justement de te sentir aussi à ta place, de proposer aussi pleinement ton potentiel, d'être reconnu pour qui tu es vraiment. Et ça fait toute la différence. Ouais. C'est, C'est ça ça, change c'est tout, ça. quoi. C'est vraiment être reconnu pour ce que tu es vraiment, parce que de toute façon, même les gens que tu coaches, en général, te connaissent pas, ne savent pas qui tu as Bah, c'est été. Et ça. puis même, il y a des gens qui me connaissent et puis avec qui, enfin, qui savent très bien que bah, c'est au contraire. Moi, j'ai une copine, une petite anecdote rapide, c'est que j'ai une amie d'enfance qui m'a dit, mais déjà, quand on avait 10 ans, je trouve que tu étais faite pour ça. Tu sais, C'est moi, rigolo. j'ai pas souvenir Trop d'avoir. bien. Ouais, tu sais, genre, bah, quand j'étais gamine, j'écoutais déjà tout le monde, j'étais déjà un peu dans Hmm. ce mode-là. Et puis j'étais déjà très sensible à ce que les autres racontaient, surtout à ce qu'ils dégageaient. Donc, il y a des Hmm. moments où je me sentais pas bien parce que les énergies n'étaient pas bonnes, tu vois, ils étaient Ouais. contre moi comme ça. Et je sais que j'ai fait le tri aussi de ça. J'ai vraiment Hmm. fait le tri de tout ça. Et je pense que la préparation mentale m'a beaucoup aidé à ça. Quand on parle de connexion à soi, de connexion aux autres, et puis à son environnement, etc. C'est Hmm. vrai. C'est vraiment ça, c'est qu'on a besoin de connexion. Et souvent, quand on est complètement déconnecté, bah, c'est là que les choses ne vont plus, quoi. Et la plupart Hmm. des gens ne sont pas connectés, ni à eux, ni à leur ambition, ni à leur environnement, parce que c'est ce que tu Ah, nous c'est ça. apprends dans la Hmm. préparation mentale. Mais c'est vrai que souvent, dès qu'on est un peu déconnecté de quelque chose, bah, hop, il y a on sort de notre fameuse zone de maîtrise. Et c'est Hmm. vrai que du coup, c'est là qu'on va plus bien, quoi. Hmm. Et il y a tellement de gens qui sont comme ça. Mais moi, je le suis des fois encore aussi. Enfin, tu sais, mais à part, je sais me recaler aujourd'hui. C'est Mais ça ce que tu viens de dire, c'est important. C'est-à-dire que vouloir ne plus jamais avoir de peur, avoir tout le temps confiance en soi, ne jamais ressentir voilà, quelques sentiments désagréables, c'est illusoire. Par contre, quand on les ressent, comment on fait pour, quand on est dans cette situation, comment on fait pour redescendre très rapidement dans cette zone de maîtrise? C'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que on est toujours au top de sa forme, génial et tout ça, mais quand on n'y est pas, comment on fait pour revenir dans un état qui soit le plus favorable pour nous? Donc, effectivement, c'est très important. Euh, le temps passe mm. et voilà, merci déjà beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, très inspirant, évidemment. Si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver facilement Donc, tu as Alors, parlé je de suis réseaux sur, sociaux. ouais, je suis sur Instagram, bah, Sylvie Le Merpal, et ma société, c'est Fil Action Coaching. Donc, enfin, de toute façon, si tu tapes Sylvie Le Merpal, même Sylvie Le Maire, même Ok, Sylvie je Pal, vous me mettrai le retrouverez. lien Ouais. sous le podcast dans tous les cas. Et sur LinkedIn aussi, Ouais, j'y suis. Après, le reste, non, j'utilise Facebook, ok, c'est mon perso. Voilà. ok, C'est vraiment très bien. Instagram et LinkedIn. Mm. Bah, merci beaucoup en tout cas Sylvie pour tout ton partage, vraiment en toute transparence, c'est ce que j'ai vraiment aussi apprécié avec ta vulnérabilité qui montre à la fois toute ta force, ce parcours inspirant où à un moment donné tu es dans une situation qui ne te convient plus, tu fais le choix de traverser voilà, la mer pour aller sur un autre continent. Et aujourd'hui, bah, tu as une autre activité qui se développe de plus en plus. C'est réellement inspirant. Et si vous aussi, comme Sylvie, vous avez envie de vous former au coaching en préparation mentale, si vous avez aussi envie d'intégrer que ce soit des outils pour vous, pour les gens que vous accompagnez, que vous soyez déjà dans l'univers du développement personnel, de l'accompagnement, du coaching, ou alors que vous souhaitiez, comme Sylvie, faire une transition, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Ça sera avec grand plaisir qu'on vous dira de quelle façon on peut vous aider. Et si concrètement on ne peut pas vous aider, on vous le dira aussi parce que c'est important. Nous, la transparence, c'est ce qui est fondamental dans l'académie. Encore une fois, un immense merci, Sylvie, pour tout ton partage. Et pour nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Salut Ça Sylvie. je ferai. Ouais.